Bonjour et bienvenue sur le support de formation du module numéro 4. Suivre et évaluer les performances de sa structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant. Cette formation est destinée à vous donner les clés pour suivre et optimiser votre impact social, économique et environnemental. Cette formation a été conceptualisée par l'association Improve, experte de l'évaluation d'impact depuis 2009. C'est depuis plus de 8 ans maintenant qu'Improve intervient auprès des acteurs de l'innovation sociale, tels que les associations, les entreprises sociales et les fondations, dans le but de faciliter le déploiement de l'innovation sociale à plus grande échelle. Pour remplir cet objectif, nous nous évertuons à démocratiser l'outil qu'est la mesure d'impact, c'est-à-dire à la rendre accessible à tous les acteurs, y compris aux structures les plus jeunes. À ce jour, plus d'une centaine d'acteurs ont été accompagnés dans le monde pour faire savoir, c'est-à-dire rendre compte de leurs résultats au-delà de leurs efforts, légitimer leur action, à faire mieux, développer une posture critique et identifier leurs leviers d'amélioration, et à faire plus grand afin de consolider ces activités et de changer d'échelle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous tenons à vous faire part de la nécessité de mener une telle démarche. L'évaluation des projets d'utilité sociale est devenue un enjeu clé. Du donateur particulier à la puissance publique, tous attendent de la transparence sur les activités réalisées et les changements générés. La transparence est à votre portée. Faites parler les chiffres, témoignez de vos résultats plutôt que de vos efforts. Voyez la mesure d'impact plutôt comme une boussole qui vous permettra de maintenir un cap. Et dites-vous qu'il n'est jamais trop tôt pour amorcer cette réflexion. Je vous invite pour en savoir plus à visiter notre site internet et à nous suivre sur les réseaux sociaux en cliquant sur les liens disponibles en bas à droite de votre écran. Cette formation vous donnera les clés pour mettre en place un processus de suivi et d'évaluation de l'impact de votre structure afin d'optimiser votre performance. À l'issue de cette formation, vous devriez être en mesure de comprendre les enjeux de l'évaluation d'impact, d'identifier le besoin social auquel votre projet répond, de cartographier vos impacts à l'aide de la théorie du changement, d'identifier vos premiers indicateurs ou encore de formaliser votre méthodologie. Cette formation dure approximativement un peu moins d'une heure. Sachez que cette formation ne vous donnera pas de solution miracle pour témoigner de votre impact, car vos besoins d'évaluation sont bien évidemment tous différents des uns et des autres. Je tenterai cependant d'apaiser vos maux de tête sur les problématiques d'évaluation, en présentant les grands concepts de la mesure d'impact, mais aussi des outils qui vous permettront d'alimenter votre réflexion et de concrétiser vos objectifs. N'hésitez pas à mettre la formation sur pause pour vous laisser le temps de prendre en main les outils que je présenterai. Vous découvrez maintenant le déroulé de la formation. Elle sera découpée en 4 parties. Nous commencerons par discuter des enjeux de la mesure d'impact. Quel est le concept? Pourquoi mesurer une telle démarche? Puis nous rentrerons dans le vif du sujet en abordant le cadrage du projet d'évaluation. La partie 2 sera destinée à l'élaboration des indicateurs et enfin, la partie 3 clôturera la formation par la formalisation d'une méthodologie adaptée à votre contexte. Chaque partie débutera par des bases théoriques et sera assortie d'outils pratiques qui vous guideront dans votre processus d'évaluation. Il est avant tout primordial de bien comprendre de quoi il s'agit. En effet, comment définir la mesure d'impact? L'impact de votre activité, c'est l'ensemble des effets ou changements durables, positifs comme négatifs, attendus comme inattendus, qui touchent vos parties prenantes, c'est-à-dire vos bénéficiaires, vos collaborateurs ou encore la collectivité de façon générale, qui sont générés par et directement attribuables à votre activité, et de nature environnementale, économique ou sociale. Deux notions sont clés dans cette définition et résument parfaitement l'idée d'impact. La première notion est celle de changement. Elle témoigne de l'évolution de la situation de vos bénéficiaires. Et la deuxième notion est celle d'attribution.
On cherche là à savoir dans quelle mesure ces changements qui sont identifiés sont dus à vos actions. En effet, la situation de vos bénéficiaires va évoluer. Mais cette évolution n'est pas exclusivement le fruit de votre présence à ses côtés. Pour mesurer votre impact, il est nécessaire d'isoler les facteurs externes à votre action. Si vous voulez, pour faire plus simple, pour résumer, votre impact, c'est l'ensemble des changements qui sont observés chez vos bénéficiaires, moins ce qui se serait passé si vous n'aviez pas été présent. Alors nous venons de voir les notions clés qui définissent l'impact, mais comment cela se passe-t-il dans la pratique? Quelles sont les grandes étapes du cycle d'évaluation? On parle en effet d'un cycle d'évaluation, car il s'agit d'un processus infini. Il existe toujours une hypothèse à la base lorsque vous souhaitez vérifier votre impact. Il est important donc de se poser les bonnes questions afin d'optimiser votre stratégie d'évaluation. N'oubliez pas que la finalité de l'évaluation, c'est véritablement de maximiser votre impact. Donc vous partez toujours d'une hypothèse, votre activité a des impacts qui sont d'une certaine nature et qui touchent certaines de vos parties prenantes. Il ne vous reste donc plus qu'à spécifier, détailler les impacts potentiels auxquels vous pensez et les parties prenantes qui sont susceptibles d'être touchées par vos actions. Par la suite, vous allez mettre en place des indicateurs qui vont permettre de mesurer ces impacts, de les objectiver. C'est ces indicateurs qui vont vous permettre de témoigner de vos impacts. Il est important de réfléchir à la façon dont vous allez définir ces indicateurs, mais aussi comment vous allez les administrer. Quelle méthode choisirez-vous pour collecter et analyser vos données? Demandez-vous de quelle nature seront vos données. En effet, celles-ci peuvent être quantitatives, c'est-à-dire des indicateurs collectés à travers un questionnaire, donc véritablement à travers des questions fermées, mais elles peuvent aussi, ces données, être qualitatives, c'est-à-dire être collectées, administrées via des interviews, des entretiens, avec des questions ouvertes. Les informations que vous allez obtenir seront cruciales. Elles guideront par la suite vos décisions. Vous pourriez avoir des surprises quant aux résultats et découvrir des impacts même insoupçonnés. La mesure d'impact vous rapproche du terrain et vous confère ainsi une vision globale de votre action. C'est ainsi que vous allez pouvoir conclure vis-à-vis des hypothèses que vous aviez construites. Est-ce que les objectifs que vous vous étiez fixés sont atteints? Est-ce que les impacts potentiels sont vérifiés? C'est des questions auxquelles vous allez pouvoir répondre. Et n'oubliez pas aussi que votre réflexion, grâce à ces informations, va être enrichie. Vous allez continuellement alimenter votre réflexion pour améliorer votre impact et aussi créer de nouvelles hypothèses grâce à ces données, à ces nouvelles informations. Et ensuite, relancer le cycle d'évaluation. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi évaluer son impact? S'assurer que cela fonctionne pour entretenir la motivation, savoir comment s'y prendre la prochaine fois, convaincre d'autres personnes ou encore évaluer l'efficience de certaines actions en faisant le lien avec vos ressources investies. On peut en effet apparenter la mesure d'impact à une importante boîte à outils, qui vous offre un éventail de méthodes, d'outils, de techniques plus ou moins adaptés selon votre sujet d'étude, votre secteur d'activité ou encore selon votre besoin d'évaluation. La mesure d'impact vise à objectiver vos efforts. Elle témoigne des effets que vous produisez sur la société et représente pour cela une démarche doublement attractive. D'abord, je commence par ce que l'on retient le plus communément. La mesure d'impact est un fabuleux outil de communication, et ce, autant en interne qu'en externe. En externe, elle rend vos actions plus visibles et aussi plus lisibles. C'est une forme de transparence qui séduira vos partenaires, notamment vos partenaires financiers. En interne, elle permet de fédérer vos équipes et vos parties prenantes autour de votre mission sociale. C'est un moyen de reconnaître et de valoriser le travail de vos salariés et de vos bénévoles, d'entretenir leur motivation par le résultat. Mais ce que l'on a tendance à voir oublier bien trop souvent, c'est l'aspect stratégique de la mesure d'impact. En effet, la mesure d'impact est tout autant, si ce n'est plus, un outil stratégique qu'un outil de communication. C'est un outil de pilotage de votre activité. Elle vous permettra de prendre des décisions plus sereinement en réduisant le risque d'erreur.
C'est un moyen extrêmement efficace de se remettre en question et de faire ainsi avancer votre projet plus sûrement, plus sereinement. C'est une manière adéquate de mieux connaître vos bénéficiaires et de comprendre précisément les effets positifs comme négatifs de vos activités sur la société. L'évaluation permet de vérifier que les activités mises en place répondent bien aux besoins sociaux que vous avez identifiés. En d'autres termes, de vérifier que vous allez bien dans la bonne direction. Cette source d'information est cruciale pour faire émerger des leviers d'amélioration dans votre organisation. La mesure d'impact peut avoir de multiples utilités et la démarche d'évaluation que vous initierez sera différente selon les objectifs que vous souhaitez atteindre. Prendre du recul par rapport à votre stratégie, mieux connaître vos bénéficiaires, comparer la pertinence de différents produits, services et actions pour arbitrer, comprendre la spécificité d'une zone géographique par rapport à une autre, pérenniser vos partenariats en prouvant la plus-value de votre service, instaurer un dialogue transparent avec vos partenaires, communiquer plus efficacement sur vos actions, faire reconnaître et valoriser le travail de vos collaborateurs pour renforcer leur adhésion au projet, ou encore vos partenaires vous challenge sur vos résultats et la pertinence de vos actions. Voilà, si une de ces raisons correspond à votre situation, alors n'hésitez plus et lancez-vous dans une démarche d'évaluation. Avant d'aller plus loin, il est nécessaire d'oublier certains a priori sur la mesure d'impact. La mesure d'impact n'est pas un audit. L'ambition de l'évaluation n'est pas de contrôler, mais de révéler des axes d'amélioration en interrogeant les personnes qui sont au plus près du terrain. C'est une démarche qui peut s'initier à tout niveau de développement. En effet, c'est une prise de recul et une démarche constructive. Elle peut être prévisionnelle et intervenir avant la mise en place d'activités pour vérifier leur adéquation avec votre mission. Enfin, objectiver vos actions ne veut pas dire oublier le social. L'évaluation est le fruit d'échanges qui peuvent être aussi très qualitatifs. Maintenant que vous connaissez les enjeux de la mesure d'impact, vous avez certainement envie de vous lancer. La première étape est certainement la plus cruciale. Veillez à définir finement le cadre de votre mesure d'impact. Cette première phase est une phase de réflexion. Elle est peut-être la plus abstraite à vos yeux, mais c'est pourtant la plus importante. Car c'est à ce moment-là bien précis que vous allez poser les bases de votre projet d'évaluation. Je vous recommande de mobiliser vos salariés et parties prenantes sur une base positive, c'est-à-dire d'inviter ces parties prenantes autour de la table afin de discuter de votre projet. Tout cela dans une perspective forcément d'amélioration de votre impact. De faire participer à cette réflexion vos parties prenantes vous permettra de tirer des enseignements les plus riches possibles. Le processus d'évaluation est avant tout un processus fédérateur. C'est l'occasion de renforcer des liens déjà existants et aussi de tisser de nouveaux liens. Cette première phase passe donc par 4 étapes simultanées. La première étape est la phase de projet. C'est-à-dire qu'un certain nombre de questions sont soulevées. Que voulez-vous mesurer? Pour qui? Pourquoi? Comment imaginez-vous le faire? La deuxième étape est celle de votre mission sociale. Est-elle claire auprès de tous vos collaborateurs? Et quelles sont vos cibles? Quels sont les enjeux? Et quelles activités avez-vous mis en place pour répondre à ce besoin social? Troisièmement, il est question de vos parties prenantes. Quelles sont les parties prenantes de votre organisation et lesquelles comptez-vous étudier et lesquelles comptez-vous impliquer dans votre démarche? Enfin, quatrièmement, c'est l'étape de vos impacts. Il s'agit alors de lister l'ensemble des impacts attendus de vos activités sur vos parties prenantes et de prioriser après les impacts qui répondent à vos objectifs. Commencez par vous interroger sur vos objectifs précis, votre cible et vos moyens au regard de 3 notions clés que sont la pertinence, la faisabilité et la transparence. Ce travail posera les bases de votre démarche. En termes de pertinence, les objectifs doivent être en ligne avec votre contexte et il est nécessaire d'identifier la finalité de votre évaluation. En termes de faisabilité, quelles sont vos limites? D'un point de vue financier, la charge de travail peut être importante au début. Vérifiez donc la faisabilité avec vos ressources financières. D'un point de vue temporel, existe-t-il des dates particulières que l'étude doit respecter, un rapport annuel ou une phase de levée de fonds,
ou des périodes plus ou moins propices à la collecte des données? Et enfin, d'un point de vue technique, est-il vraiment possible de mesurer les impacts que vous cherchez à mesurer et d'interviewer les personnes concernées? Enfin, du point de vue de la transparence, quels que soient vos choix, il est important que vous précisiez clairement vos décisions à vos parties prenantes clés. Comme nous l'avons vu plus tôt dans la définition du concept d'impact, celui-ci peut revêtir différentes formes. En effet, il peut être économique, lié au profit ou encore à l'emploi. Il peut être environnemental, lié à la gestion des déchets, ou encore être social, lié au bien-être des individus ou encore contribuer à la réduction des inégalités. Vos activités peuvent avoir des impacts très diversifiés. Prenez conscience tout d'abord que votre organisation est unique, de par sa vocation, ce que l'on appellera tout au long de cette formation mission sociale, de par aussi sa composition ou encore son emplacement. C'est le cas aussi de vos impacts. Dans le cadre d'une étude d'impact, il est essentiel de faire le lien avec le contexte, la problématique globale du secteur et la mission de l'organisation. Car le but principal de l'exercice est de vérifier l'atteinte des objectifs que votre structure se fixe. Il est tout à fait possible que vous n'ayez pas encore formalisé votre mission sociale de façon claire. Et ne vous en inquiétez pas. Le cadre disposé à droite de votre écran est un outil qui vous aidera à la formaliser. Le périmètre des parties prenantes pourra d'ailleurs être revu à la lumière de cette clarification. Je vous invite ici à suivre cet exemple qui est donné pour un incubateur, mais qui, je note, est entièrement fictif, puis à définir votre propre mission sociale de la même façon. On va procéder en 2 étapes, et la première étape consiste à préciser la problématique sociale à laquelle votre organisation s'attaque. Donc ici, vous pouvez observer un exemple de formalisation de problématique sociale et donc en effet pour un incubateur. Et cet exemple vous permettra de mieux appréhender l'utilité de cet outil. Donc dans notre exemple, la problématique sociale est appuyée par une étude. Le constat est ainsi solide, dit solide. La problématique semble avoir été vérifiée, objectivée, on part du principe qu'elle fait donc consensus. Sachez que ce n'est pas obligatoire, toutefois ça apporte en effet plus de poids à votre discours. Le travail pourra par ailleurs vous aider à mieux présenter votre organisation en mettant en avant ce genre d'arguments percutants en ouverture. En l'occurrence, dans cet exemple, la problématique révélée par le cabinet Syntec est la grande difficulté des jeunes entreprises à se financer. Donc on voit en effet que en 2015, 53% des jeunes entreprises ont des difficultés à se financer, c'est-à-dire 10% de plus qu'en 2014. Donc c'est aussi un phénomène qui s'aggrave. La deuxième étape de cet exercice consiste à préciser les causes et les conséquences de cette problématique. Donc parmi les causes de cette problématique, on va retrouver par exemple le manque de garantie financière pour ces jeunes entreprises, le manque de connaissance des canaux de financement aussi, et enfin le manque d'accompagnement. Et enfin, pour préciser les conséquences de cette problématique, on retrouve des difficultés éprouvées par ces startups pour dépasser la phase de prototypage, un faible potentiel de création d'emplois aussi pour ces jeunes entreprises, et aussi le ralentissement de l'innovation. En effet, de faibles financements ne permettent pas un effort important d'innovation. La grande difficulté des jeunes entreprises a en effet, donc cette grande difficulté à lever des fonds a en effet des effets et des conséquences plus larges sur la société. Donc une fois ce cadre rempli, vous pourrez définir la mission sociale de votre organisation en sélectionnant les causes d'un côté et les conséquences de l'autre sur lesquelles votre projet agit. Par exemple ici, le manque d'accompagnement et le ralentissement de l'innovation. Nous avons maintenant formalisé notre mission sociale, qui est d'accompagner les startups à fort potentiel d'innovation dans leur développement. Je précise que dans cet exemple, la mission est volontairement très générale, pour qu'elle soit appréhendée par chacun. Mais la vôtre peut très bien être bien plus spécifique. La deuxième étape consiste à relier vos activités à cette mission. Ce cadre vous permettra de mieux appréhender vos différentes activités qui sont mises en place et de formaliser les enjeux auxquels elles répondent.
C'est véritablement ce qui fait le lien entre vos activités et votre mission sociale. Les enjeux clés ici dans cet exemple sont d'abord de développer la capacité de levée de fonds des startups et deuxièmement de les aider à dépasser la phase de prototypage. Je précise que le cadre peut être plus important pour satisfaire davantage d'enjeux et d'activités. Enfin, 3 activités ont été mises en place dans notre exemple pour répondre à cette mission sociale. La première activité est la mise en place de formations mensuelles par des experts, par exemple sur les technologies de l'information et de la communication. Deuxièmement, la deuxième activité est la mise à disposition de locaux et de matériel pour ces jeunes entreprises. Et enfin, la troisième activité consiste en l'organisation de concours de pitch pour être plus convaincant lorsque l'on présente son organisation. L'idée à travers ce cadre est de s'assurer que les activités sont cohérentes et répondent à de véritables enjeux pour vos bénéficiaires. C'est aussi un moyen par la suite de prioriser les activités qui, selon vous, ont un degré d'importance plus élevé. Vous n'avez peut-être pas les ressources pour le moment de vous lancer dans une évaluation globale de tous vos programmes, alors concentrez-vous sur le plus important à vos yeux. Vos parties prenantes sont des acteurs incontournables de la mesure d'impact, qu'il faut impliquer dès le début, soit de manière individuelle, c'est-à-dire à travers des entretiens ou des échanges sur leurs attentes, soit collectivement en constituant un comité de pilotage avec les parties prenantes clés. Il est donc important d'avoir une vue d'ensemble de ces parties prenantes avant de choisir celles qui constitueront votre périmètre d'étude. Les parties prenantes sur lesquelles vous souhaitez étudier votre impact et celles que vous souhaitez impliquer dans le projet de mesure d'impact. Le périmètre de la mesure d'impact se limite généralement aux parties prenantes qui se situent au cœur de votre mission sociale et sont fortement impactées positivement ou négativement par votre activité. Ici, 2 critères entreront en considération: le niveau d'implication des parties prenantes et le degré d'impact. Nous vous conseillons tout d'abord de lister toutes vos parties prenantes et ensuite de les classer dans l'outil de priorisation selon ces 2 critères. Si l'on suit notre exemple, voici les parties prenantes liées à notre activité d'accélération de start-up. Cette liste n'est pas exhaustive mais donne un aperçu réaliste de l'exercice. On retrouve ainsi des bénéficiaires directs, les chefs d'entreprise, on retrouve les salariés de l'incubateur, on retrouve des salariés des start-up, des bénéficiaires indirects aussi, c'est-à-dire des bénéficiaires des start-up, on retrouve aussi des financeurs ou encore des experts intervenants. 2 questions importent pour placer nos parties prenantes ici sur le repère orthonormé. La première, c'est à qui le projet apporte-t-il quelque chose, et donc là il s'agit véritablement de parler d'impact. Et la deuxième question, c'est qui apporte quelque chose au projet. Et cette fois-ci, on ne parle plus d'impact, mais d'implication. Par exemple, on peut décider de placer les salariés de l'incubateur dans un haut niveau d'implication. On peut décider de placer les startups sur un niveau élevé d'impact et aussi à la fois sur un niveau d'implication, puisqu'elles font partie d'un réseau. On peut décider de placer les bénéficiaires des startups aussi à un fort niveau d'impact, qui sont impactés indirectement, mais à un faible niveau d'implication. Les salariés des startups peuvent être placés sur le repère orthonormé, les financeurs, les experts intervenants. Nous déciderons d'étudier les parties prenantes les plus à droite du repère orthonormé et nous déciderons d'impliquer les parties prenantes les plus hautes et les plus à gauche, soit les moins impactées sur le repère orthonormé. Pensez bien que cet exercice mérite d'être fait en groupe et d'être fait avec vos collaborateurs, justement pour enrichir cette discussion, cette réflexion et placer au mieux vos parties prenantes. Vous avez normalement à ce stade défini les objectifs précis de votre projet d'évaluation. Vous vous êtes accordé avec vos collaborateurs sur la teneur de votre mission et vous avez décidé d'impliquer des partenaires dans votre démarche pour étudier une cible bien particulière. Nous allons maintenant pouvoir cartographier à l'aide de l'outil qui est la théorie du changement les impacts potentiels de vos activités sur votre cible d'étude. La théorie du changement est une carte mentale qui, comme vous le voyez, se divise en 4 parties. De gauche à droite, vous observez premièrement la partie prenante,
que vous avez sélectionnées, que vous souhaitez étudier. Deuxièmement, vous observez les activités dont elles bénéficient et que vous mettez en place. Troisièmement, les changements potentiels générés par vos activités sur votre partie prenante, c'est-à-dire tous les changements imaginés. Et enfin, à l'extrême droite, votre mission sociale qui a été formalisée. Cette cartographie décrit le processus de changement social généré par votre action. En d'autres termes, la théorie du changement est un outil stratégique efficace qui permet de mettre en adéquation vos actions ou activités avec l'objet social de votre organisation. C'est un support qui vous permettra de structurer votre réflexion et de la partager avec vos collaborateurs. C'est une représentation claire et globale du but de votre organisation qui permet de faire consensus sur la mission sociale. En effet, vos collaborateurs vont pouvoir partager leur vision et vous allez pouvoir vous accorder sur celle-ci. C'est un moyen de comprendre le processus de changement en faisant ressortir les connexions logiques entre les activités et les résultats espérés. C'est la base de votre réflexion concernant les choix des indicateurs de mesure. La théorie du changement vous révélera ce qui devrait être évalué, quand et comment. Je vous invite à utiliser des logiciels gratuits tels que MindMap ou à utiliser une feuille A4 blanche en format paysage pour réaliser cet exercice. Nous utiliserons pour illustrer l'utilisation de la théorie du changement un exemple de la vie courante. Mettez-vous maintenant à la place de Monsieur Dupont. Monsieur Dupont décide de faire un régime. Il éprouve le besoin de perdre du poids. La problématique rencontrée ici est le surpoids de Monsieur Dupont. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette problématique. En a-t-il marre du regard des autres? Fait-il face à des problèmes de santé? Doit-il se préparer pour une compétition sportive? Vous constaterez que selon ces différentes raisons, les activités potentielles pour répondre à la mission sociale de Monsieur Dupont peuvent changer. Il est pour cette raison particulièrement important de bien spécifier votre mission sociale. Nous déciderons pour cet exemple que Monsieur Dupont souhaite perdre du poids pour réduire ses problèmes de santé. La première étape de la théorie du changement consiste donc à placer la mission sociale de votre organisation à l'extrême droite de la cartographie. Une fois la mission sociale placée, la deuxième étape consiste à placer les activités dont bénéficie votre partie prenante. Notez qu'il est tout à fait envisageable de réaliser la théorie du changement avant d'avoir mis en place des activités, et donc d'utiliser cet outil de façon strictement prévisionnelle. Cela vous permettra en effet de vérifier quelles activités sont les plus cohérentes vis-à-vis des enjeux auxquels vous souhaitez répondre. Dans l'exercice présent, pour simplifier celui-ci, nous avons choisi d'utiliser 3 types d'activités que M. Dupont va suivre pour répondre à sa problématique sociale. Premièrement, M. Dupont va consulter un nutritionniste. Deuxièmement, il va s'inscrire dans une salle de sport. Et enfin, troisièmement, il ira consulter aussi un marabout. La troisième étape consiste à lister l'ensemble des liens de cause à effet de ces activités. En d'autres termes, vous allez cartographier toutes les hypothèses d'impact que peuvent générer vos actions pour vos parties prenantes et établir des connexions logiques entre elles. Ces impacts que vous allez lister doivent normalement contribuer à répondre à votre mission sociale. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il existe des incohérences entre les activités mises en place et la mission que vous poursuivez. N'hésitez pas à lister toutes les hypothèses qui vous viennent à l'esprit, positives comme négatives. Ce n'est qu'ensuite que vous prioriserez lesquelles vous semblent les plus pertinentes à mesurer. Dans notre exemple, les rendez-vous chez le nutritionniste vont donner lieu à des recommandations nutritionnelles. En effet, ces recommandations sont susceptibles de modifier le panier de consommation de M. Dupont et ainsi de changer ses habitudes alimentaires. Et c'est en changeant ses habitudes alimentaires que l'on pourrait apercevoir une hausse ou une baisse du poste de dépense alimentation de M. Dupont. On constate ici que les hypothèses peuvent s'avérer positives comme négatives. C'est l'évaluation qui nous permettra d'éclairer le sens de l'évolution. Par ailleurs, je me permets de vous faire remarquer que les impacts ici potentiels que l'on cartographie peuvent s'éloigner de la mission sociale que l'on s'est fixée en amont. En effet, la théorie du changement est aussi un moyen d'identifier des impacts inattendus.
En l'occurrence ici, le portefeuille de M. Dupont peut se retrouver plus ou moins impacté par les différentes activités auxquelles il participe. Je vous invite à lire attentivement cette cartographie pour vous faire une meilleure idée du travail à réaliser. Certaines hypothèses d'impact peuvent être positives, mais seulement sous certaines conditions. Il est alors nécessaire de définir dès maintenant les conditions de succès de vos impacts. Cet exercice vous permettra notamment de mieux définir vos indicateurs de mesure par la suite. Dans notre exemple, on constate finalement que les consultations chez le marabout ne sont peut-être pas l'action la plus efficace, notamment d'un point de vue financier, pour M. Dupont, afin qu'il diminue ses problèmes de santé en comparaison à des exercices physiques ou à des recommandations de nutritionnistes. En revanche, cette activité semble générer d'autres impacts. Votre réflexion à ce stade du projet d'évaluation est stratégique. Elle peut porter d'un côté sur l'adéquation de vos activités avec votre mission sociale, et vous devrez faire des choix, et de l'autre sur la priorisation des impacts à mesurer en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés. Gardez à l'esprit que le processus d'évaluation peut être complexe et coûteux. Par ailleurs, vous ne pourrez peut-être pas poser toutes vos questions en une seule fois à vos bénéficiaires. Essayez donc de ne pas les solliciter trop, longtemps ni trop souvent. La collecte de données devra être la plus légère possible pour ne pas avoir d'effet négatif sur vos activités. Alors, commencez par faire petit, concentrez-vous sur des indicateurs que vous jugerez clés. Voici ici un exemple un peu plus concret de théorie du changement, en l'occurrence pour notre incubateur fictif. Nous avons choisi d'étudier ici les bénéficiaires directs de notre action, c'est-à-dire les jeunes entreprises. Et donc nous avons placé la start-up à l'extrême gauche de la théorie du changement comme la partie prenante sélectionnée, la partie prenante étudiée. Nous avons mis en place deux activités qui sont les suivantes. Premièrement, l'activité de formation mensuelle par des experts et deuxièmement, la mise à disposition de locaux et matériels. Maintenant, si on creuse un peu plus cette théorie du changement, en l'occurrence sur la première activité, les formations données par des experts, on peut dire que ces formations données par des experts vont permettre de développer les compétences des start-upers et ainsi de renforcer leurs projets. Ce renforcement peut se traduire par un taux de pérennisation plus important ou encore par un meilleur accès au financement. Parce que le chef d'entreprise est lui plus convaincant, parce que son business est lui plus encourageant, ou encore parce qu'il a accès à un réseau qui est plus important. Ce travail de cartographie est important car il permet d'avoir une vision large de votre projet, mais aussi de partager cette vision avec vos collaborateurs et d'identifier quels sont vos points forts et points faibles compte tenu de la mission sociale que vous vous êtes fixée. Néanmoins, nous ne cessons de le répéter, il est inutile de gaspiller des ressources à vouloir tout évaluer. Il est préférable de faire petit et d'obtenir des conclusions de qualité plutôt que de se lancer dans une charge de travail qui sera trop difficile à assumer. La mesure d'impact ne doit pas être une contrainte vis-à-vis de vos activités. Alors priorisez vos impacts. Posez-vous ces questions et décidez de vous focaliser sur les impacts qui vous semblent les plus pertinents vis-à-vis de vos besoins et de vos ressources. Votre projet d'évaluation est maintenant correctement défini à ce stade. Vous devez savoir clairement vers où vous vous dirigez et quels sont les impacts que vous souhaitez mesurer. Nous verrons dans cette partie, premièrement, comment définir vos indicateurs de mesure et deuxièmement, quelles sont les différentes techniques de recueil de l'information. La chaîne de valeur de l'impact va vous aider à mieux comprendre la définition du processus d'impact et à distinguer trois types d'indicateurs. Avant de mettre en place vos activités, vous disposez de ressources. Ce sont pour vous des coûts exprimés en unités monétaires. Il peut s'agir de ressources humaines, de licences d'outils ou encore de diverses charges. Ces ressources sont à l'origine de vos activités. Elles les génèrent. Vos activités, elles, sont vos actions. Par exemple, des formations, un type d'accompagnement particulier, un type de coaching, des services divers ou encore des événements
qui sont organisés. En d'autres termes, on observe ici vos efforts. Vos réalisations sont représentées par des indicateurs de performance, comme le nombre de formations que vous avez réalisées dans l'année, le nombre de bénéficiaires que vous avez touchés à travers ces formations. Il s'agit de données le plus souvent quantitatives qui ne donnent en général pas d'informations sur le changement. Le résultat, c'est tout ce qui caractérise l'évolution de la situation de vos bénéficiaires, partenaires, clients et plus largement de l'environnement sur lequel l'activité pourrait avoir une influence. Et enfin, l'impact, c'est ce qui est dû ou attribuable à notre action, c'est-à-dire les résultats moins ce qui se serait passé, quoi qu'il arrive, sans votre intervention. Il y a donc au final plusieurs types d'indicateurs, et il est important de ne pas confondre performance, résultat et impact. Les indicateurs que vous allez mettre en place doivent être SMART. SMART, c'est-à-dire qu'ils doivent être simples, formalisés de façon à être compréhensibles par toutes les parties concernées. Ils doivent être mesurables, c'est-à-dire qu'ils doivent rendre compte d'une quantité ou d'une qualité et doivent permettre d'établir des comparaisons. Ils doivent être acceptables, c'est-à-dire acceptés par les parties prenantes concernées. Ils doivent être réalistes, c'est-à-dire accessibles compte tenu des ressources à disposition. Et enfin, ils doivent être temporels, c'est-à-dire en mesure d'être suivis dans un temps défini. Il est préférable d'utiliser des indicateurs éprouvés dans le cadre d'études antérieures, voire ayant fait l'objet d'une publication. Cela permet de s'assurer de la justesse, de la fiabilité et de la légitimité de la mesure. Le choix des indicateurs devra également prendre en compte le mode de collecte des données. Une fois que vous avez pris en considération ces différentes contraintes, vous pouvez définir et placer vos indicateurs sur la théorie du changement. La carte graphique conservera ainsi le fil rouge de votre réflexion. Maintenant que vos indicateurs sont formalisés, il ne reste plus qu'à déterminer quelle sera la méthode d'évaluation que vous choisirez pour les rendre opérationnels. La méthode de mesure est un sujet auquel il est nécessaire de réfléchir tout au long du cadrage, mais sur lequel il est finalement très difficile de trancher avant de savoir précisément quels impacts seront évalués. À ce stade, nous verrons donc les différences qui existent entre approches, méthodes et outils d'évaluation d'impact. Puis, nous verrons les modes d'évaluation du changement et les modes d'évaluation de l'attribution qui vous seront utiles dans votre projet d'évaluation. Il est important de comprendre la distinction entre approche, méthode et outils, afin de prendre conscience qu'il n'existe pas une seule façon de procéder exclusive à votre projet, mais qu'il y a bien une multitude de possibilités pour mesurer votre impact selon vos objectifs, la finalité de votre projet ou encore le contexte dans lequel votre organisation évolue. Premièrement, nous avons les approches. Celles-ci sont globales. Elles représentent la manière dont on va aborder la mesure d'impact, étape après étape. Mais les approches citées résument le processus d'évaluation par 5 étapes très génériques. Qu'elles soient économiques, sociales ou environnementales, on retrouvera le plus souvent ces 5 étapes. Ces 5 étapes sont fixer des objectifs, premièrement. Deuxièmement, analyser les parties prenantes. Troisièmement, mesurer les résultats. Quatrièmement, vérifier et évaluer l'impact. Et enfin, cinquièmement, suivre et reporter. Bon, c'est très intéressant, mais au-delà, il faut savoir que chaque approche a ensuite ses particularités et selon le type d'approche, économique, sociale ou environnementale, des analyses différentes. Les approches économiques sont forcément monétaires et par exemple, l'analyse coût-bénéfice, ACB, permettra de rendre compte des coûts évités que génèrent vos activités à la société. L'analyse SROI, retour social sur investissement, vous donnera la valeur sociale créée compte tenu de l'investissement réalisé. En d'autres termes, le SROI monétisera tout type d'impact, y compris social et environnemental, pour donner un proxy de la valeur créée de votre activité, la valeur sociale créée de votre activité. En matière sociale, le guide EVPA
pour European Venture Philanthropy Association, apparaît comme une référence. Il constitue un socle commun en la matière. L'approche e-cube est l'approche déployée chez Improve. Elle se démarque par une importante phase d'immersion et une profonde remise en question de la mission sociale pour identifier des axes d'amélioration. Cette approche, en revanche, ne s'attache pas du tout au suivi des activités. Enfin, l'approche environnementale possède aussi des analyses comme l'empreinte carbone ou encore l'analyse de cycle de vie d'un produit. Les méthodes, elles, représentent des actions organisées dans un ordre bien précis. Elles ont recours à des outils bien spécifiques pour répondre à un objectif particulier. Un outil, lui, est un moyen de mise en œuvre de certaines opérations de la méthode. Nous avons déjà abordé par exemple la théorie du changement, mais il en existe de nombreux autres. C'est par exemple la grille IRIS qui constitue un référentiel d'impact disponible en ligne et rangé par secteur d'activité. Je vous invite notamment à aller consulter cette grille IRIS pour vous inspirer de nombreux indicateurs. Ou c'est encore, par exemple, les échelles de Likert, qui sont des échelles de jugement, le plus souvent en 5 ou 7 points, par laquelle la personne interrogée exprime son degré d'accord ou de désaccord vis-à-vis d'une affirmation. Il existe encore là de nombreux outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour formaliser votre stratégie d'évaluation. Au-delà des approches, méthodes et outils, on peut identifier la technique d'évaluation que vous allez utiliser. Ces techniques vous permettront de mesurer les changements ainsi que l'attribution de ceux-ci. Alors, avant de présenter plus en détail les modes d'évaluation du changement et de l'attribution, je tiens en effet à rappeler que l'objectif est bien double. Il n'est pas uniquement suffisant, il n'est pas suffisant de mesurer les changements, mais aussi très important de comprendre quel rôle l'organisation a joué dans ce changement identifié. Et c'est là la question de l'attribution de l'impact. Je vous propose de faire le point sur les différents modes d'évaluation selon leur degré de précision et le coût que leur mise en place représente. Sont représentées d'abord les méthodes les plus rigoureuses, mais aussi les plus coûteuses. Le changement peut être évalué grâce à une enquête avant-après. Il s'agit ici d'organiser 2 temps de collecte. D'abord avant bénéfice de vos activités et ensuite après bénéfice de vos activités. En d'autres termes, il s'agit de prendre en photo vos bénéficiaires avant votre première rencontre et de les reprendre en photo après. Cette méthode permet de mesurer l'évolution de la situation de vos bénéficiaires. Il faut cependant noter que le travail d'analyse est assez lourd, notamment pour faire correspondre les bases de données entre elles. Il est aussi possible de mesurer le changement à travers une enquête a posteriori, en interrogeant les cibles sur leur perception de l'évolution de la situation. Votre mesure du changement ne repose que sur du déclaratif, il est donc possible que les réponses soient ainsi biaisées par le temps. Il est question maintenant de mesurer l'attribution des changements. La méthode RCT, pour expérience randomisée contrôlée, est reconnue comme la méthode la plus rigoureuse, mais aussi comme une méthode extrêmement coûteuse. Cette technique consiste à sélectionner aléatoirement parmi une population et avant le lancement de vos activités, les individus qui bénéficieront de vos activités et ceux qui n'en bénéficieront pas. Ainsi, chaque individu a dans ce cas de figure autant de chances de faire partie de l'un ou de l'autre des groupes. Lorsque les échantillons sont importants, cette expérience aléatoire permet ainsi de considérer les 2 populations comme comparables et de déclarer que la différence d'évolution entre les groupes est due strictement à l'activité. Cette méthode reste que très rarement utilisée, car elle est en effet très coûteuse et convient davantage à des projets de très grande envergure. Deuxièmement, la méthode du matching consiste, elle, à constituer un groupe témoin avec des individus qui seront appariés, c'est-à-dire qui formeront des pairs avec des individus bénéficiaires selon leur proximité statistique. En effet, ici, alors, un certain nombre de variables, notamment sociodémographiques, permettent de faire correspondre des individus entre eux. Cette technique, encore une fois, permet de construire un échantillon témoin suffisamment comparable à l'échantillon bénéficiaire pour dire que les différences entre ces 2 sous-populations sont dues aux activités.
La troisième méthode ici est une méthode bien plus accessible qui consiste à constituer manuellement un groupe témoin représentatif. Il s'agit d'interroger en plus de vos bénéficiaires des personnes qui disposent de caractéristiques sensiblement comparables. On utilise souvent des caractéristiques sociodémographiques telles que le sexe, l'âge, la situation professionnelle pour constituer ces groupes. Ici, la différence avec la méthode de matching, c'est que les individus ne sont pas appariés deux à deux selon leur proximité statistique, mais les caractéristiques globales des deux sous-populations, population témoin et population cible, donc bénéficiaire de l'intervention, sont relativement comparables. Il existe une dernière possibilité qui suppose de ne pas constituer de groupe témoin. Il s'agit de mesurer l'attribution des changements à travers les déclarations des bénéficiaires. L'attribution sera estimée par les bénéficiaires. Par exemple, lorsque l'on demande à un participant s'il considère avoir appris des choses et qu'il considère que c'est grâce à votre activité qu'il les a apprises et que sans elle, il estime qu'il ne les aurait certainement pas apprises. Cette technique est la moins rigoureuse et la moins coûteuse. Mais attention, la perception de vos bénéficiaires peut être biaisée par bien des facteurs, à commencer par le facteur temps. On dénombre 4 grandes techniques principales de recueil de l'information. Le questionnaire papier est particulièrement utile dans le cas où les répondants ont un accès limité à Internet ou sont peu à l'aise avec ces outils numériques. Il génère en revanche une forte charge de travail pour l'analyste. En effet, après avoir collecté les données, il existe un important travail de saisie et de retranscription. Pour cette raison, l'utilisation de tablettes peut être préférable. Les données sont collectées et intégrées ainsi directement dans une base de données sans retranscription. Le questionnaire en ligne est de loin le moins lourd, mais peut aboutir à un taux de retour assez faible. Enfin, les questionnaires par téléphone ou en face à face sont idéaux pour s'assurer de la bonne compréhension des questions, mais représentent une forte charge de travail. C'est à vous, en fonction de votre contexte, de bien identifier l'outil qui sera le plus utile et le plus adéquat dans votre projet d'évaluation. Pour clôturer cette formation, je tiens à vous rappeler 3 points qu'il faut ne surtout pas oublier. Premièrement, il est important d'intégrer vos partenaires, vos collaborateurs. La mesure d'impact doit être perçue comme un processus fédérateur. Deuxièmement, votre projet d'évaluation repose sur votre capacité à cadrer clairement vos objectifs. N'hésitez pas à passer du temps sur cette phase. Cela vous évitera d'en perdre ailleurs. Enfin, il n'y a pas de solution meilleure que les autres. Vous devez faire avec vos ressources et les objectifs que vous vous êtes fixés. Peu importe vos moyens, vous pouvez toujours initier quelque chose qui sera intéressant. Je vous remercie pour votre attention. Avant de vous quitter, je vous invite, si vous le souhaitez creuser la question de la mesure d'impact, à télécharger gratuitement le guide pratique de la mesure d'impact sur notre site et de consulter les autres sources bibliographiques mises à disposition.